Le Microraptor était un petit dinosaure théropode à plumes qui vivait au début du Crétacé. Il y a environ entre 130 et 120 millions d'années dans les forêts humides qui recouvraient ce qui est aujourd'hui la province du Liaoning dans le nord-est de la Chine. Il appartient au groupe des Dromaeosauridés, proches parents de formes plus connues comme le Vélociraptor, bien que sa taille, son anatomie et ses adaptations en fassent l'un des dinosaures les plus singuliers jamais découverts. Son nom, qui signifie « petit voleur », fait allusion à la fois à sa parenté avec d'autres théropodes prédateurs et à sa petite taille corporelle. Le trait le plus frappant du Microraptor est son plumage extraordinaire. Contrairement à la majorité des dinosaures connus au moment de sa découverte, cet animal conservait des empreintes complètes de plumes longues et complexes, non seulement sur les bras et la queue, mais aussi sur les pattes postérieures. Ces plumes étaient de type pennacé, avec un rachis et des barbes bien développées, très similaires par leur structure aux plumes de vol des oiseaux actuels. La disposition de ce plumage donnait lieu à une configuration corporelle unique. 4 surfaces alaires fonctionnelles, 2 sur les membres antérieurs et 2 sur les membres postérieurs, ce qui a conduit à le décrire comme un dinosaure à 4 ailes. Le corps du Microraptor était compact et léger. Les spécimens les mieux conservés indiquent une longueur totale oscillant entre environ 40 et 80 cm, pour un poids estimé proche du kilogramme. Son squelette était gracile, avec des os relativement fins et des membres adaptés à la fois aux déplacements terrestres et à la vie arboricole. Les mains conservaient des griffes courbes et acérées, utiles pour grimper ou saisir des proies, tandis que les pieds présentaient également des ongles développés, ce qui renforce l'idée d'un animal aux habitudes partiellement arboricoles. Les plumes des membres antérieurs formaient des ailes bien définies, avec des plumes de vol asymétriques, un caractère clé de l'aérodynamique qui suggère une fonction active dans le déplacement aérien. Les plumes des pattes postérieures étaient tout aussi longues et rigides, créant une seconde paire d'ailes qui s'étendait de la cuisse à la cheville. Cette configuration n'a pas d'équivalent direct chez les oiseaux modernes, mais rappelle dans une certaine mesure les planeurs actuels, comme certains écureuils ou reptiles qui utilisent des membranes pour se déplacer entre les arbres. Chez le Microraptor, cependant, ces surfaces étaient formées exclusivement de plumes. La queue jouait également un rôle important. Elle était longue, osseuse et recouverte de plumes, dont certaines étaient particulièrement allongées dans la région distale. Dans plusieurs fossiles, ces plumes caudales forment une sorte d'éventail ou de voile qui agissait probablement comme stabilisateur lors du vol plané, aidant à maintenir l'équilibre et à effectuer des manœuvres dans les airs. La combinaison d'ailes antérieures, d'ailes postérieures et d'une queue emplumée suggère que le Microraptor était bien adapté au déplacement en 3 dimensions dans un environnement forestier dense. Le débat sur sa capacité de vol a été central depuis sa découverte. La plupart des interprétations s'accordent sur le fait que le Microraptor n'était pas un volant actif comparable aux oiseaux modernes, mais plutôt un planeur très efficace. Il se lançait probablement depuis des branches élevées et descendait de manière contrôlée vers d'autres arbres ou vers le sol, en utilisant ses 4 ailes pour générer de la portance et réduire la vitesse de chute. Certains modèles aérodynamiques ont proposé différentes postures de vol, incluant des configurations avec les pattes étendues latéralement ou légèrement vers l'arrière, ce qui aurait permis un contrôle précis durant le vol plané. En ce qui concerne son régime alimentaire, le Microraptor était clairement carnivore. Des fossiles exceptionnels ont été découverts conservant des restes de proies à l'intérieur du corps, incluant des os de petits oiseaux primitifs et des écailles de poissons. Cela indique que son alimentation était variée et opportuniste, capable de capturer des animaux aussi bien au sol que dans les arbres, et même dans des environnements proches de l'eau. Ses dents étaient petites, acérées et recourbées, adaptées pour maintenir de petites proies et empêcher leur fuite. Le comportement du Microraptor était probablement étroitement lié aux forêts dans lesquelles il vivait. La combinaison de griffes courbes, de plumes développées et d'un faible poids corporel suggère un animal agile, capable de grimper, de sauter et de se déplacer entre les cimes des arbres. Dans cet environnement, le vol plané aurait constitué une stratégie efficace pour économiser de l'énergie, échapper à des prédateurs plus grands et accéder rapidement à de nouvelles zones de chasse.
Du point de vue taxonomique, plusieurs espèces ont été décrites au sein du genre Microraptor, comme Microraptor zaoianus, Microraptor gui et Microraptor ankingui. Cependant, il existe un débat pour savoir si ces différences représentent des espèces distinctes ou des variations individuelles, sexuelles ou liées à l'âge au sein d'une même espèce. Malgré cela, tous les spécimens partagent les caractéristiques fondamentales qui définissent le genre, en particulier le plumage sur les 4 membres. L'importance du Microraptor va au-delà de sa rareté anatomique. Sa découverte a apporté une preuve clé du lien évolutif entre les dinosaures théropodes et les oiseaux, démontrant que les plumes complexes et les adaptations aériennes ne sont pas apparues de manière soudaine, mais à travers une série d'étapes intermédiaires. Le Microraptor montre qu'avant le vol actif, il existait déjà des dinosaures qui exploraient l'air par le vol plané, en utilisant des combinaisons de plumes et de structures corporelles qui nous paraissent aujourd'hui étranges, mais qui ont été essentielles dans l'histoire évolutive du vol. Longisquama. Le Longisquama était un reptile étrange et peu conventionnel qui a habité la Terre il y a plus de 230 millions d'années, durant le Trias moyen ou supérieur, bien avant l'apparition des dinosaures classiques. Son nom signifie littéralement « écaille longue », un terme qui décrit les structures allongées et exceptionnelles qui dépassaient de son corps et qui en ont fait l'un des fossiles les plus énigmatiques jamais découverts. Ces restes proviennent de la formation de Madigen dans ce qui est aujourd'hui le Kirghizistan et sont connus principalement par un unique spécimen type et plusieurs empreintes de possibles appendices dermiques conservés dans la roche. L'animal a été formellement décrit en 1970 par le paléontologue russe Alexandre Sharov à partir de ces fossiles fragmentaires. À première vue, le Longisquama ressemble davantage à un petit reptile semblable à un lézard qu'à un quelconque dinosaure. Les preuves suggèrent qu'il ne dépassait pas 10 à 15 cm de longueur, ce qui le placerait à une échelle similaire à celle de nombreux lézards modernes, avec un corps léger, des membres fins et une structure corporelle indiquant une possible adaptation à la vie arboricole. Ce qui rend le Longisquama véritablement remarquable, ce sont ses structures longues et minces, projetées depuis la peau le long du dos. Ces extensions consistaient en faisceaux rigides qui ne faisaient pas partie du squelette à proprement parler, mais qui émergeaient de la surface du corps, s'organisant de manière longitudinale le long du dos. La fonction exacte de ces structures a fait l'objet d'un débat intense. Certains chercheurs les ont interprétées comme des éléments ayant pu aider l'animal à planer entre les arbres, tandis que d'autres soutiennent qu'il s'agissait simplement de structures d'exhibition visuelle, possiblement utilisées dans des comportements d'accouplement ou d'avertissement face aux prédateurs. Au départ, après sa découverte, les longues écailles du Longisquama ont attiré l'attention de certains paléontologues à la recherche de réponses sur l'origine du vol chez les oiseaux. Étant donné que ces structures superficielles présentaient une certaine ressemblance morphologique avec les plumes primitives d'autres fossiles de dinosaures emplumés, certains ont proposé que le Longisquama pourrait avoir été une proto-oiseau ou un ancêtre précoce des oiseaux. Cette idée s'inscrivait dans d'anciens modèles évolutionnistes qui suggéraient que les oiseaux pourraient descendre de reptiles arboricoles dotés de structures dermiques spécialisées. Cependant, la majorité des paléontologues rejettent aujourd'hui cette interprétation. Le consensus scientifique actuel soutient que les oiseaux ont évolué directement à partir de dinosaures théropodes et que les structures semblables à des plumes chez d'autres reptiles primitifs sont apparues de manière indépendante ou bien ne sont pas liées sur le plan évolutif aux véritables plumes. Dans le cas du Longisquama, les preuves suggèrent fortement qu'il s'agissait d'un diapside ambigu, c'est-à-dire un reptile présentant des caractéristiques squelettiques difficiles à classer avec précision au sein des grands groupes de reptiles connus et non d'un ancêtre direct des oiseaux. Le squelette du Longisquama est extrêmement fragmentaire, ce qui rend difficile la reconstitution précise de sa morphologie complète. À partir des restes disponibles, on n'a pas trouvé suffisamment de caractères diagnostiques permettant de le placer avec certitude dans des groupes bien établis comme les dinosaures ou les ptérosaures. Certaines études l'ont provisoirement affilié à des groupes proches des archosaures, le groupe plus large qui inclut les crocodiles, les dinosaures et les oiseaux, tandis que d'autres suggèrent des similitudes avec des lignées moins apparentées, comme les drépanosauromorphes,
un ensemble de reptiles archaïques présentant des adaptations à la vie arboricole. Les structures dorsales qui définissent le Longisquama sont particulièrement uniques dans le registre fossile. Contrairement aux plumes authentiques des dinosaures emplumés, celles-ci ne semblent pas être composées de filaments ramifiés complexes. Elles consistent plutôt en des éléments longs, souvent décrits comme des feuilles ou des faisceaux de tissu dermique rigide qui se courbaient vers l'arrière à partir du corps. Certains chercheurs ont comparé leur forme à une rangée de petits bâtons de hockey fixés au dos de l'animal, bien que leur structure interne ne soit pas homogène à celle des plumes des oiseaux. Les interprétations fonctionnelles de ces structures ont varié au fil du temps. Une hypothèse suggérait qu'elles auraient pu servir d'appareil pour planer ou même de rudiments de structures aérodynamiques permettant au Longisquama de se déplacer de branche en branche dans les forêts du Trias. Une autre possibilité est que ces structures aient eu un but social ou visuel, fonctionnant de manière similaire à l'ornementation observée chez de nombreux animaux modernes, comme les couleurs et les plumages de parade. Il a également été proposé qu'elles aient pu servir à intimider des prédateurs ou des rivaux en augmentant l'apparence du corps sans apporter une fonction réelle de vol. Enfin, certaines propositions les considèrent comme de possibles adaptations thermiques ou sensorielles, bien que les preuves directes en faveur de ces idées soient limitées. Quelle que soit leur fonction exacte, le Longisquama représente une expérience évolutive exceptionnelle dans l'histoire des reptiles. Sa combinaison d'un corps reptilien relativement simple avec ses extraordinaires structures dermiques n'a pas de parallèle clair parmi les autres fossiles connus. L'animal lui-même, de petite taille et à la morphologie légère, suggère qu'il pourrait avoir mené une vie agile au sein d'une végétation dense, se nourrissant probablement de petits invertébrés tels que des insectes trouvés dans son environnement arboricole, bien que les détails de son régime alimentaire ne soient pas bien documentés en raison de la rareté des restes fossiles directs. À ce jour, l'interprétation du Longisquama continue de faire l'objet de recherches et de discussions. Certaines des nouvelles perspectives sur les reptiles du Trias, y compris des découvertes récentes d'autres genres dotés d'appendices cutanés complexes, ont ravivé l'intérêt pour la manière dont des structures superficielles avancées se sont développées dans différents lignages de reptiles primitifs, bien que sans les relier directement à l'origine des oiseaux ou du vol avien. Incisivosaurus. L'Incisivosaurus était un dinosaure théropode étrange et peu commun qui vivait il y a environ 125 millions d'années durant le Barémien du Crétacé inférieur, dans ce qui est aujourd'hui la province du Liaoning, au nord-est de la Chine, au sein des riches sédiments de la formation de Yixian. Cet animal a attiré l'attention des paléontologues principalement en raison de sa dentition étonnamment inhabituelle pour un théropode. Alors que la plupart des théropodes étaient carnivores et que de nombreux groupes dérivés, comme les oviraptorosaures plus avancés, ont même perdu leurs dents pour développer un bec, l'Incisivosaurus présentait une paire d'incisives frontales exagérément grandes, semblables par leur apparence aux dents des rongeurs modernes. Ses dents antérieures étaient plates, larges et présentaient des signes clairs d'usure, ce qui suggère que ce dinosaure traitait régulièrement de la végétation ou des matériaux durs, un trait hautement atypique pour un théropode typique. Le nom Incisivosaurus signifie littéralement « lézard à incisives », en référence directe à ses dents frontales remarquables, et le nom spécifique Gautieri rend hommage au paléontologue Dr Jacques Gautier pour ses contributions à la classification phylogénétique des dinosaures. Son unique spécimen formellement décrit consiste en un crâne presque complet d'environ 10 cm de longueur qui conserve la dentition la plus complète connue à ce jour parmi les oviraptorosaures primitifs. La structure du crâne de l'Incisivosaurus était distinctive. Il possédait un museau relativement long, représentant presque la moitié de la longueur totale du crâne, ainsi qu'une mandibule inférieure élancée avec une fenêtre mandibulaire allongée, c'est-à-dire une ouverture dans la partie inférieure de la mâchoire, en plus de nombreux dents plus petites situées derrière les incisives. Ces caractéristiques combinées le placent à la base du groupe des oviraptorosaures, le rendant plus primitif que des formes telles que Caudiptérix et les oviraptoridés dérivés, lesquels ont développé des becs édentés vers la fin du Crétacé. La plupart des oviraptorosaures avancés étaient dépourvus de dents et possédaient des becs robustes,
adaptés à des régimes alimentaires variés, ce qui rend l'état denté de l'Incisivosaurus particulièrement précieux pour comprendre la transition des formes dentées vers celles dotées de bec. La présence d'un si grand nombre de dents, en particulier les grandes incisives, indique que l'Incisivosaurus a conservé des caractéristiques archaïques au sein de son groupe, maintenant une dentition complète tandis que ses parents plus dérivés la perdaient. La morphologie générale suggère que l'Incisivosaurus était probablement herbivore ou omnivore. Les études de l'usure dentaire montrent des motifs compatibles avec la consommation de plantes, et bien que la possibilité qu'il ait consommé de petits animaux ne puisse être exclue, la forme des dents, en particulier la présence d'incisives frontales larges, indique une adaptation fonctionnelle à la mastication de matières végétales résistantes. Cela contraste avec la majorité des théropodes qui utilisaient des dents plus acérées et courbées pour trancher la chair. Au-delà de la dentition, il est probable que l'Incisivosaurus, comme d'autres membres du clade des oviraptorosaures, possédait des plumes sur certaines parties de son corps. Bien que l'holotype ne conserve pas de preuves directes de plumes, des études sur d'autres théropodes proches montrent que beaucoup avaient des couvertures de filaments semblables à des plumes pour l'isolation et possiblement pour l'exhibition. En se basant sur les relations phylogénétiques, les scientifiques supposent que l'Incisivosaurus aurait également eu un certain type de plumage primitif, bien que pas nécessairement destiné au vol, mais probablement à l'isolation thermique ou à la communication sociale. La position de l'Incisivosaurus au sein des oviraptorosaures a fait l'objet de débats parmi les paléontologues. Dans de nombreuses analyses cladistiques, il demeure l'une des formes les plus basales du groupe, souvent considéré comme un proche parent de Protarchaeopteryx, un autre théropode primitif présentant des traits mixtes entre formes archaïques et dérivées. Les preuves montrant que les deux partagent une série de caractères primitifs, tels que la dentition, soutiennent ce placement taxonomique. Cependant, le manque de fossiles plus complets fait que cette relation n'est pas encore totalement résolue. En plus de sa morphologie distinctive, des études plus récentes ont exploré des aspects fonctionnels, tels que la force de morsure chez l'Incisivosaurus. Des comparaisons avec d'autres oviraptorosaures suggèrent que, bien que petit, il pouvait avoir une morsure étonnamment puissante par rapport à son poids corporel, ce qui aurait facilité l'alimentation à partir de végétation dure ou fibreuse, renforçant l'hypothèse selon laquelle ce dinosaure occupait une niche primitive et spécialisée parmi ses parents. Le contexte géologique de la formation de Yixian, où l'Incisivosaurus a été trouvé, fournit également des indices sur son environnement de vie. Cette formation fait partie de la célèbre biote de Géole, un écosystème lacustre du Crétacé inférieur connu pour sa préservation extraordinaire de dinosaures, d'oiseaux primitifs, de mammifères et de plantes, tous conservés avec des détails fins. Les sédiments indiquent un environnement varié de lacs, de forêts et de végétation abondante, ce qui aurait offert un habitat approprié à un dinosaure herbivore ou omnivore de petite taille, capable de se nourrir parmi les plantes, les fruits et peut-être aussi d'insectes ou de petits vertébrés. Tsintaosaurus. Le Tsintaosaurus était un dinosaure ornithichien herbivore du groupe des hadrosaures, connu principalement pour sa mystérieuse et distinctive crête crânienne qui a attiré l'attention des paléontologues pendant des décennies. Il a vécu dans ce qui est aujourd'hui la province du Shandong, dans la partie orientale de la Chine, durant le Crétacé supérieur, approximativement entre 83 et 72 millions d'années, dans les sédiments de la formation de Jingangkou du groupe de Huangshi, une région qui, grâce à ses conditions géologiques, a préservé d'abondants restes de dinosaures de cette période. Le genre Tsintaosaurus ne contient qu'une seule espèce bien reconnue, Tsintaosaurus spinorinus, décrite pour la première fois en 1958 par le paléontologue chinois Yang Zhongjian à partir d'un crâne presque complet et de quelques restes post-crâniens associés. Le nom du genre dérive de Tsingtao, une ancienne translittération occidentale de Qingdao, ville proche du lieu de découverte combiné au mot grec saurios, ce qui donne littéralement lézard de Qingdao. Le nom spécifique Spinorinus fait référence à la crête ou à l'épine du museau qu'avait initialement identifié Yang lors de la description de l'espèce. Le Tsintaosaurus mesurait environ 10 mètres de long, avec un poids estimé à 3 tonnes, ce qui le place parmi les hadrosaures de taille moyenne lorsqu'on le compare à d'autres membres de sa famille.
Il possédait le caractéristique bec de canard qui définit les hadrosaures, formés par un museau large et aplati se terminant par un bord corné sans dents à l'avant, derrière lequel se trouvait une batterie complexe de dents conçue pour broyer une végétation résistante. Cette combinaison de bec et de dents indique des adaptations efficaces pour mâcher la matière végétale d'une manière très différente de celle observée chez les théropodes carnivores, avec des surfaces de broyage spécialisées qui facilitaient le traitement de plantes fibreuses en grande quantité. Le corps du Tsyntaosaurus, comme celui des autres hadrosaures, était robuste et adapté à une locomotion principalement quadrupède, s'appuyant sur 4 pattes lorsqu'il marchait ou broutait. Cependant, il avait la capacité de se redresser sur les pattes arrière, en particulier s'il devait atteindre une végétation plus haute ou surveiller son environnement à la recherche de prédateurs. Sa queue était longue et musclée, agissant comme contrepoids et l'aidant à la fois dans le déplacement et dans le maintien de l'équilibre, en particulier dans les postures bipèdes. La structure crânienne du Tsyntaosaurus a été le principal sujet de débat depuis sa découverte. L'holotype conservait une projection osseuse élevée au-dessus du museau, interprétée initialement comme une crête en forme de corne de licorne qui se projetait presque verticalement depuis la partie supérieure du museau. Cette caractéristique était unique parmi les hadrosaures découverts jusqu'alors, car ses parents lambosaurinés possèdent généralement des crêtes plus lobées ou courbées. L'interprétation originale de Jung et les premières représentations le montraient avec cette épine nasale très proéminente, ce qui a renforcé l'image du Tsyntaosaurus comme un animal véritablement singulier parmi ses congénères. Néanmoins, au cours du XXe siècle, certains paléontologues, dont David Weishampel et Jack Horner, ont sérieusement remis en question le fait que cette crête soit authentique ou qu'elle soit simplement le résultat d'une déformation du fossile lors de la fossilisation, ou même que les restes puissent appartenir à un individu composite de 2 espèces, une situation appelée chimère. Cette incertitude a conduit certains chercheurs à proposer que, sans la crête distinctive, le Tsyntaosaurus pourrait être synonyme d'autres hadrosaures connus de la région, comme Tanius. La controverse a été partiellement résolue grâce à de nouvelles analyses et à une réinterprétation du matériel fossile dans des études ultérieures, en particulier un travail significatif publié en 2013 par Albert Prieto Marquez et Jonathan Wagner. Cette étude a déterminé que la structure initialement identifiée comme une corne n'était en réalité que la partie postérieure d'une crête crânienne plus grande, qui commençait à la pointe du museau et s'étendait vers le haut et vers l'arrière, formant un organe plus complexe. Dans cette nouvelle reconstitution, les éléments prémaxillaires, c'est-à-dire les os frontaux du museau, s'intégraient aux os nasaux pour former une crête complète qui aurait été creuse à l'intérieur, comme chez d'autres lambéosaurinés, bien qu'avec des caractéristiques propres au Tsyntaosaurus. Cela impliquait que la forme réelle de la crête était différente de celle de la corne rigide qui avait été popularisée auparavant et qu'elle ressemblait davantage à une structure ailée aérodynamique ou résonante qui aurait peut-être servi à la communication acoustique. Ces crêtes creuses et canalisées chez les lambéosaurinés sont souvent liées à la production de vocalisation ou de signaux visuels d'exposition. Chez d'autres espèces, les passages d'air à l'intérieur de la crête pouvaient fonctionner comme des chambres de résonance, amplifiant les sons pour la communication au sein du troupeau ou durant la parade nuptiale. Bien que la forme spécifique de la crête du Tsyntaosaurus soit unique, sa présence suggère que ce dinosaure possédait également un certain type d'adaptation pour la communication sociale ou l'exhibition, une caractéristique commune au sein de sa sous-famille des Lambéosaurinae. Du point de vue taxonomique, le Tsyntaosaurus est placé au sein de la sous-famille des Lambéosaurinae, un groupe d'hadrosaures connus pour leur crête crânienne complexe. Dans des analyses cladistiques plus récentes, il a été proposé que le Tsyntaosaurus fasse partie d'une tribu appelée Tsyntaosaurini, aux côtés d'autres genres tels que Pararhabdodon, ce qui indique une relation phylogénétique étroite entre ces lambéosaurinés européens et asiatiques durant le Crétacé tardif. Ce positionnement aide à mieux comprendre la diversité et la dispersion des hadrosaures lambéosaurinés dans l'Ancien Monde avant l'extinction finale des dinosaures non-aviens. La paléoécologie du Tsyntaosaurus suggère que ce dinosaure habitait des environnements fluviaux, des plaines alluviales et des zones proches des lacs où la végétation abondante fournissait une source constante de nourriture pour son régime herbivore.
Sa batterie dentaire, capable de broyer feuilles, tiges et autres matières végétales fibreuses, indique une spécialisation efficace dans la digestion et le traitement des plantes, un trait qui a permis aux hadrosaures d'occuper avec succès de vastes étendues du paysage crétacé. Pégomastax. Le Pégomastax était un petit dinosaure ornithichien herbivore extraordinairement rare qui a vécu il y a environ 200 millions d'années durant le Jurassique inférieur, dans ce qui est aujourd'hui le sud de l'Afrique, plus précisément dans les roches de la formation d'Elliott en Afrique du Sud. La seule espèce connue, dénommée Pégomastax africana, a été décrite formellement en 2012 par le paléontologue Paul Sereno, sur la base de restes découverts des décennies auparavant mais restés non identifiés jusqu'alors. Le nom Pégomastax provient du grec et signifie littéralement « mâchoire forte », un trait qui souligne la robustesse de sa mâchoire inférieure, tandis que l'épithète spécifique africana fait référence à son lieu de découverte. L'holotype, catalogué sous le numéro SAM-PK K10 1488, consiste en un crâne partiel comprenant des os de la mâchoire supérieure et inférieure ainsi que le prédentaire, l'os antérieur qui aurait supporté un bec corné. Ce dinosaure mesurait approximativement 60 cm de long de la tête à la queue, ce qui en fait l'un des plus petits dinosaures connus. Son corps complet a été estimé à partir de comparaisons avec d'autres hétérodontosauridés et, bien que seul le crâne soit conservé, la proportion générale suggère un animal léger et de très petite taille, comparable en longueur à un petit chien ou à un chat domestique. La conformation de la tête du Pégomastax est l'un de ses aspects les plus frappants. Le crâne était relativement court, avec une extrémité de museau droite qui supportait un bec corné semblable à celui d'un perroquet. Ce bec, manifestement adapté à une alimentation herbivore, aurait servi à arracher et à couper la végétation. Derrière le bec, tant sur la mâchoire supérieure que sur la mâchoire inférieure, se trouvaient des dents spécifiques destinées à mâcher des plantes résistantes, avec des couronnes dentaires qui se chevauchaient durant la mastication, ce qui indique une adaptation spécialisée au traitement d'une végétation dure. Contrairement à l'image que peut évoquer un petit herbivore délicat, le Pégomastax possédait également des canines frontales proéminentes, semblables à des crocs de vampire. Bien qu'aujourd'hui ce type de dentition paraisse étrange chez un dinosaure végétarien, l'analyse de l'usure dentaire suggère que ces crocs n'étaient pas destinés à couper de la viande, mais qu'ils avaient probablement des fonctions de défense contre les prédateurs, de combat avec des rivaux ou d'exhibition visuelle au sein de l'espèce. Les données comparatives suggèrent que ces dents, comme chez certains mammifères modernes tels que le cerf porte-musc, auraient pu être utilisées pour mordre ou pour déterrer des racines et des tiges dures ou simplement comme outil défensif. La famille à laquelle appartient le Pégomastax, les Heterodontosauridae, est un groupe ancien et primitif au sein des ornithichiens, caractérisé par la présence de dents de formes différentes ou hétérodontie, un trait relativement inhabituel chez les dinosaures. Chez Pégomastax, cette hétérodontie se manifeste principalement par un bec adapté à la coupe des plantes, une batterie de dents postérieures destinées à broyer la végétation fibreuse et les crocs proéminents décrits précédemment. Le positionnement du Pégomastax au sein de la famille des Heterodontosauridae fournit également des informations significatives sur l'évolution précoce des dinosaures herbivores. Les Heterodontosauridés sont considérés comme l'un des premiers groupes de dinosaures herbivores efficacement adaptés et probablement l'une des lignées qui ont le plus rapidement diversifié les stratégies alimentaires végétales chez les dinosaures du Jurassique inférieur. Dans des analyses phylogénétiques récentes, le Pégomastax a été étroitement rapproché d'autres genres sud-américains tels que Manidens, ce qui suggère des connexions biogéographiques intéressantes entre les dinosaures de l'hémisphère sud à cette époque ancienne. L'environnement dans lequel vivait le Pégomastax était une plaine relativement sèche, parcourue de rivières et de plans d'eau saisonniers composés d'une diversité de végétation basse et arbustive, offrant une nourriture abondante aux petits animaux herbivores. Il partageait son écosystème avec plusieurs autres dinosaures primitifs, notamment des sauropodes précoces, d'autres ornithichiens, de petits théropodes et des synapsides, formant un réseau complexe de relations écologiques dans un monde en pleine transformation climatique et continentale. Bien qu'un seul spécimen fossile de Pégomastax ait été découvert,
L'impact de cette trouvaille pour la compréhension des débuts de l'herbivorie chez les dinosaures ornithischiens est considérable. Il y a plus de 50 ans, les restes ont été excavés en Afrique du Sud, mais ils sont restés dans des collections sans être décrits jusqu'à ce que Paul Sereno les examine finalement et les reconnaisse comme un nouveau genre, soulignant ainsi comment des pièces apparemment oubliées de collections scientifiques peuvent révéler des découvertes significatives des décennies plus tard. Therizinosaurus. Le Therizinosaurus fut l'un des dinosaures les plus étranges et fascinants jamais découverts, un géant aux proportions inhabituelles, doté de traits qui ont défié la compréhension des paléontologues pendant des décennies. Son nom provient du grec thérizo, fauchère, et sauros, ce qui signifie littéralement lézard à faux, en référence directe aux énormes griffes de ses mains, les plus longues connues parmi les animaux terrestres. Il vécut il y a environ 70 millions d'années, au Crétacé supérieur ou maastrichtien, dans ce qui est aujourd'hui la Mongolie, en particulier dans la formation de Nemegt du désert de Gobi, un lieu célèbre pour ses fossiles de dinosaures riches et variés. Les premiers restes de Therizinosaurus cheloniformis, qui est la seule espèce valide au sein du genre, furent récupérés en 1948 par une expédition conjointe soviéto-mongole et décrits formellement en 1954 par le paléontologue Evgeny Maliv. Initialement, les gigantesques os des griffes furent interprétés comme appartenant à une tortue marine géante, ce qui inspira le nom spécifique cheloniformis, qui signifie « en forme de tortue ». Ce n'est que des décennies plus tard, lorsque de nombreux fossiles de parents proches furent découverts, qu'il devint clair que ces restes appartenaient à un dinosaure théropode singulièrement adapté et non à une tortue. Le Therizinosaurus fut un membre extrêmement remarquable du groupe des Therizinosaurias, un clade de théropodes qui évolua de manière très différente du schéma carnivore typique de ses parents. Alors que la plupart des théropodes comme le Tyrannosaurus ou le Vélociraptor étaient des prédateurs bipèdes aux dents acérées, les Therizinosauriens opérèrent un changement évolutif vers un régime herbivore ou omnivore, conservant de nombreuses caractéristiques primitives dans leur squelette, mais adoptant des adaptations uniques reflétant leur mode de vie peu conventionnel. Les estimations basées sur des restes fragmentaires et des comparaisons avec d'autres therizinosauriens suggèrent que le Therizinosaurus pouvait atteindre entre 9 et 10 mètres de longueur, de 4 à 5 mètres de hauteur et peser entre 3 et plus de 5 tonnes. Ces chiffres le placent non seulement parmi les plus grands membres de sa famille, mais aussi comme l'un des maniraptoriens de plus grande taille jamais connus, rivalisant avec d'autres géants tels que le Deinocheirus. La caractéristique la plus frappante du Therizinosaurus était ses bras extrêmement longs et robustes, qui pouvaient mesurer environ 2,5 mètres de longueur chez les individus adultes. Chaque main possédait 3 doigts terminés par des griffes gigantesques, pouvant atteindre plus de 50 cm de long pour l'os seul, et possiblement près d'1 mètre si l'on inclut la couverture cornée qu'elles auraient eue de leur vivant. Ces griffes en forme de faux sont sans aucun doute la caractéristique morphologique qui a le plus impressionné aussi bien les scientifiques que le grand public. Pendant longtemps, la fonction de ces griffes finement formées fit l'objet de nombreuses spéculations. Bien qu'on sache aujourd'hui qu'elles n'étaient pas des outils spécialisés pour chasser de grandes proies, étant donné son régime herbivore, il est probable qu'il les utilisait pour arracher ou détacher la végétation des branches élevées, l'aidant à accéder à un feuillage que d'autres herbivores de plus petite taille ne pouvaient atteindre. Il a également été suggéré qu'elles pouvaient servir à la défense contre les prédateurs, comme une forme de dissuasion visuelle ou physique et peut-être lors d'interactions intraspécifiques, par exemple la compétition ou la parade nuptiale, bien que leur fragilité face aux impacts violents limite leur efficacité comme arme contondante. Contrairement à la plupart des théropodes qui possèdent 3 doigts fonctionnels aux pattes arrière avec le premier doigt réduit, le Therizinosaurus présentait 4 doigts fonctionnels aux pieds, une caractéristique plus courante chez des groupes de dinosaures herbivores plus primitifs. Cela lui fournissait probablement une base stable pour supporter le poids de son énorme corps et de son ventre large, qui abritait un système digestif spécialisé pour traiter de grandes quantités de matière végétale. Son bassin était large et robuste, et bien que le crâne complet du Therizinosaurus n'ait pas encore été découvert, les preuves issues de parents proches suggèrent
qu'il possédait un bec corné à l'avant de la mâchoire ainsi que des dents adaptées à couper et à déchirer la végétation. Le cou du Therizinosaurus était relativement long, ce qui, combiné à ses membres antérieurs hautement spécialisés, lui aurait permis d'atteindre des branches plus élevées dans la végétation que d'autres herbivores contemporains. Le reste de son squelette est reconstruit principalement par comparaison avec des thérazinosauriens mieux conservés. Mais on pense qu'il conservait une posture bipède, marchant sur deux pattes tout en utilisant ses bras et ses griffes pour manipuler l'environnement et obtenir de la nourriture. L'histoire évolutive du Therizinosaurus et de ses parents a longtemps été un casse-tête pour les scientifiques. On pensa initialement que ces restes pouvaient appartenir à des reptiles marins ou même à de gigantesques sauropodes en raison de l'étrangeté de son anatomie. Mais avec la découverte de thérazinosauriens plus complets en Asie et en Amérique du Nord, il devint clair que ces animaux étaient des théropodes profondément modifiés, apparentés aux oiseaux et à d'autres maniraptoriens, mais ayant développé l'herbivorie de manière indépendante au sein de leur lignée. Cette convergence évolutive avec d'autres herbivores montre la flexibilité adaptative des théropodes qui ont pu explorer des niches écologiques très différentes de celles de leurs ancêtres carnivores. L'environnement dans lequel vivait le Therizinosaurus, représenté par les sédiments de la formation de Nemegt, était varié, avec des plaines alluviales, des zones humides et des régions boisées qui auraient fourni une végétation abondante pour soutenir cet herbivore gigantesque. Dans ce paysage, il coexistait avec d'autres dinosaures herbivores et des prédateurs emblématiques de l'Asie du Crétacé supérieur, contribuant à une communauté écologique diverse et complexe. Amargasaurus. L'Amargasaurus était un dinosaure sauropode herbivore singulier qui vécut durant le Crétacé inférieur, il y a environ 130 millions d'années, dans ce qui est aujourd'hui la Patagonie argentine, principalement dans les sédiments de la formation La Amarga. Le seul genre et espèce connue, Amargasaurus casaui, est devenu l'un des sauropodes les plus emblématiques et énigmatiques de son époque grâce à un squelette presque complet qui inclut un crâne fragmentaire, fait relativement rare parmi les fossiles de grands herbivores sauropodes. L'étymologie du nom reflète à la fois sa découverte et son lieu d'origine. Amargasaurus signifie littéralement « lézard de la Amarga », en référence au ruisseau où ses restes ont été mis au jour. L'épithète spécifique casaui rend hommage au géologue Luis B. Casao, qui a identifié l'importance paléontologique du site. En termes de taille, l'Amargasaurus était relativement petit pour un sauropode, atteignant des longueurs estimées entre 9 et 10 mètres, certains rapports suggérant même des individus légèrement plus grands selon les reconstructions de la colonne vertébrale et du corps complet. Contrairement à des géants comme Brachiosaurus ou Apatosaurus, son corps était plus compact et léger, une caractéristique partagée avec d'autres membres de sa famille, les Dicraeosauridae, qui se distinguent par des coups plus courts et des corps plus petits comparés à d'autres sauropodes classiques. L'anatomie de base de l'Amargasaurus suivait le plan corporel typique des sauropodes, un cou relativement allongé, un tronc volumineux soutenu par 4 pattes robustes, une longue queue et un crâne petit par rapport au corps. Son cou, cependant, était plus court que la normale pour un sauropode, mesurant environ 2,4 mètres, ce qui suggère qu'il n'accédait pas à une végétation extrêmement élevée comme d'autres membres de son groupe, mais qu'il se nourrissait probablement à des hauteurs intermédiaires, avec le museau situé entre environ 80 cm et 2,7 mètres au-dessus du sol. Ce qui distingue véritablement l'Amargasaurus de tout autre dinosaure est la présence de 2 rangées parallèles d'épines neurales extrêmement allongées qui émergent le long de son cou et d'une partie de son dos. Ces structures osseuses s'élèvent verticalement à partir des vertèbres et sont plus hautes que chez tout autre sauropode connu, atteignant sur certaines vertèbres proches du milieu du cou jusqu'à 60 cm de hauteur pour l'os seul et probablement davantage si elles étaient recouvertes de tissu mou ou de kératine de son vivant. Les épines n'étaient pas de simples prolongements uniques. Elles étaient bifurquées sur toute leur longueur, formant essentiellement 2 rangées de pointes parallèles qui s'étendent de la région postérieure du crâne jusqu'au milieu du dos, où elles diminuent progressivement de taille. La bifurcation de ces épines est une caractéristique typique des Dicraeosauridés, bien que chez l'Amargasaurus, cette modification atteigne un développement particulièrement exagéré.
La fonction de ces épines a fait l'objet de débats parmi les paléontologues pendant des années. L'une des hypothèses propose qu'elles auraient pu soutenir une ou deux voiles de peau, des structures superficielles similaires à celles observées chez d'autres animaux éteints comme Spinosaurus ou même chez des pélycosaures primitifs tels que Dimetrodon avec de possibles fonctions de régulation thermique, d'affichage visuel ou de signalisation intraspécifique. Cependant, cette hypothèse n'est pas universellement acceptée et a été discutée, car les épines de l'Amargasaurus sont circulaires en section transversale et non aplaties, une forme moins efficace pour soutenir une grande voile de peau continue. Une alternative est que les épines dépassaient simplement comme des structures osseuses indépendantes, peut-être recouvertes de gaines de kératine, ce qui aurait augmenté leur longueur et les aurait transformées en une sorte de armure ou d'arme visuelle. Dans ce scénario, les épines auraient pu servir de défense contre les prédateurs ou constituer un trait d'affichage destiné à intimider des rivaux ou à attirer des partenaires en exploitant leur grande taille et leur visibilité dans un environnement ouvert. Les surfaces striées observées sur certaines épines suggèrent que des tissus mous ont pu leur être associés, bien que leur forme exacte de leur vivant demeure incertaine. La présence d'épines aussi prononcées aurait également eu des implications sur la posture et la mobilité de l'animal. Les longues épines cervicales ont peut-être limité la flexion du cou, restreignant la hauteur maximale du museau et obligeant l'animal à maintenir le cou plus horizontal que vertical pendant le pâturage. Des recherches anatomiques ont indiqué que l'Amargasaurus ne pouvait pas lever la tête extrêmement haut en raison de ses structures et de l'articulation même des vertèbres. Sur le plan taxonomique, l'Amargasaurus appartient à la famille des Dicraeosauridae, un groupe de sauropodes diplodocidés qui comprend des genres tels que Dicraeosaurus, Brachytrachelopan et Souwacea. Les Dicraeosauridés, en général, se distinguent des autres sauropodes par des coups plus courts et des corps relativement compacts, ainsi que par la présence d'épines neurales plus proéminentes. Parmi eux, l'Amargasaurus est le seul dicréosauridé connu du Crétacé inférieur, la majorité de ses parents datant du Jurassique, ce qui en fait un maillon temporel intéressant pour comprendre la diversité et la survie de cette lignée. Les restes du seul individu connu ont été découverts en 1984 et décrits formellement en 1991 par les paléontologues argentins Leonardo Salgado et José F. Bonaparte, établissant Amargasaurus casaui comme un genre et une espèce valide au sein des Dicraeosauridés. La préservation relativement complète du squelette, incluant de nombreuses vertèbres articulées, a permis aux scientifiques de reconstituer une grande partie de son anatomie et d'examiner des aspects fonctionnels et écologiques avec une plus grande précision que pour beaucoup d'autres sauropodes. D'un point de vue paléoécologique, l'Amargasaurus coexistait avec d'autres sauropodes herbivores dans la même région, ce qui suggère une diversité significative de grands herbivores occupant différentes niches, se nourrissant probablement à des hauteurs ou de types de végétation distincts afin de réduire la compétition pour les ressources. Son régime alimentaire aurait consisté en plantes disponibles dans des plaines relativement ouvertes et boisées de la Patagonie du Crétacé inférieur, exploitant son cou pour atteindre un feuillage accessible sans entrer en concurrence directe avec des dinosaures au cou beaucoup plus long ou avec des herbivores de plus petite taille. Pachyrhinosaurus. Le Pachyrhinosaurus était un dinosaure herbivore cératopsien singulier qui a vécu à la fin du Crétacé supérieur, il y a environ entre 73 et 68 millions d'années, dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord, avec des restes découverts en Alberta, au Canada et en Alaska, aux États-Unis. Le nom Pachyrhinosaurus provient du grec et signifie « lézard au nez épais », une référence directe à la structure crânienne la plus caractéristique de ce dinosaure, qui diffère de manière significative des cornes pointues typiques des autres cératopsidés en présentant une massive protubérance osseuse aplatie sur le museau à la place d'une corne nasale pointue. Les cératopsidés sont connus pour leur bec corné, leurs grands crânes ornés de cornes et de volants osseux qui s'étendent derrière la tête, ainsi que pour être des herbivores efficaces capables de traiter une végétation dure et fibreuse grâce à des dents spécialisées. Le Pachyrhinosaurus est rattaché à la sous-famille des Centrosaurinae, un groupe au sein des cératopsiens qui présente généralement des ornements crâniens proéminents et des volants plus courts et plus robustes que ceux du groupe des Chasmosaurinae.
auquel appartient par exemple le Triceratops. Le Pachyrhinosaurus atteignait des tailles considérables. Les individus de Pachyrhinosaurus canadensis mesuraient probablement entre 6 et 8 mètres de long et pesaient entre 1,8 et 4 tonnes, des dimensions comparables à celles d'un camion moderne. Son corps était solidement bâti, avec des pattes robustes soutenant une structure corporelle adaptée pour porter son crâne lourd et sa musculature puissante. Ce qui ressort le plus chez le Pachyrhinosaurus est la structure osseuse épaisse et aplatie située sur le museau, appelée nasal boss. Au lieu des longues pointes osseuses que beaucoup de personnes associent aux cératopsidés, cette énorme protubérance était large et grossière, semblable à un tronc ou à une masse osseuse épaissie. Chez certaines espèces, on trouvait également de plus petites protubérances au-dessus des yeux, et le volant derrière la tête pouvait porter de petites cornes supplémentaires ou des ornements qui variaient selon les individus et les espèces. La fonction de ce nasal boss a été interprétée de plusieurs manières. Une hypothèse importante est qu'il servait lors d'interactions au sein de l'espèce, comme des combats ritualisés ou des affrontements par poussée de têtes entre mâles, de manière similaire à ce que font les bœufs musqués modernes qui utilisent leurs cornes ou protubérances osseuses pour rivaliser pour le territoire ou les partenaires. Une autre possibilité est que cet épaississement agissait comme un ornement visuel destiné à être exhibé auprès des autres membres de l'espèce, indiquant l'âge, le sexe ou le statut social, étant donné que sa forme et sa taille semblent varier entre les espèces et les spécimens. 3 espèces valides ont été identifiées au sein du genre Pachyrhinosaurus. Pachyrhinosaurus canadensis, décrite comme l'espèce type, est la première à avoir été nommée par Charles M. Sternberg en 1950 à partir de crânes incomplets découverts en Alberta en 1945 et 1946, Pachyrhinosaurus lacustai, décrite officiellement en 2008 sur la base d'un gisement fossilifère exceptionnellement riche en os, comprenant au moins 14 crânes d'individus de tailles et d'âges différents, et Pachyrhinosaurus perotorum, identifié en 2013 à partir de matériel provenant du nord de l'Alaska, élargissant considérablement vers le nord l'aire géographique et écologique du genre. Toutes ces découvertes appartiennent à des strates déposées durant le Campanian maastrichtien, les dernières étapes du Crétacé, il y a entre environ 73 et 68 millions d'années, peu avant l'extinction massive qui mit fin aux dinosaures non-aviens. Le crâne du Pachyrhinosaurus était robuste et représentait une proportion significative de la longueur totale du corps. Bien que la présence des os du volant et du bec corné typique des cératopsiens indique qu'il était bien adapté pour couper et récolter la végétation basse et moyenne, les coussinets osseux massifs du museau et au-dessus des yeux suggèrent que la communication visuelle et tactile entre individus pouvait être très importante. À l'intérieur du volant, on observe souvent de petites cornes dirigées vers l'arrière, dont la fonction exacte est encore débattue, mais qui ajoutaient sans aucun doute de la complexité aux motifs visuels présentés par ces dinosaures. Les dents du Pachyrhinosaurus étaient robustes et adaptées au broyage de plantes fibreuses, telles que des feuilles dures, des tiges et une végétation hétérogène difficile à traiter. Ces dents se trouvaient principalement dans les joues derrière le bec corné, formant une batterie dentaire efficace qui permettait un mouvement de mastication cyclique, un caractère complexe améliorant la digestion de la matière végétale grossière, similaire aux adaptations observées chez d'autres cératopsiens avancés. Les pratiques sociales du Pachyrhinosaurus ont également été interprétées à partir de sites fossilifères contenant des restes de plusieurs individus de différents âges enterrés ensemble, indiquant que ces dinosaures se déplaçaient probablement en troupeaux ou en groupes sociaux complexes. La présence de juvéniles aux côtés d'adultes suggère qu'ils pouvaient prendre soin de leur descendance pendant de longues périodes et que les troupeaux offraient une protection contre les prédateurs, un comportement observé chez certains animaux modernes qui se regroupent pour se reproduire et migrer ensemble. L'environnement dans lequel vivait le Pachyrhinosaurus était varié et dynamique. En Alberta et en Alaska durant le Crétacé tardif, de vastes plaines côtières, des forêts et des plaines fluviales fournissaient une végétation abondante pour soutenir de grandes populations de dinosaures herbivores. Les conditions climatiques variaient selon la latitude.
l'Alaska connaissant des hivers plus froids que les régions méridionales, ce qui a pu influencer les différences de croissance et de comportement entre les espèces, comme le suggère l'évidence de bandes de croissance observées dans les os fossiles orientaux. L'étude du Pachyrhinosaurus a également contribué à expliquer la diversité morphologique au sein des cératopsiens centrosaurinés, un groupe caractérisé par des variations extrêmes dans la forme du crâne et des structures d'exhibition. La tribu des Pachyrhinosaurini, qui inclut le Pachyrhinosaurus ainsi que d'autres genres tels que Achelosaurus et Einiosaurus, se distingue par la présence d'ornements crâniens complexes plutôt que de cornes proéminentes, montrant comment ces dinosaures ont exploré différentes stratégies de signalisation et de compétition sans perdre leur fonctionnalité d'herbivores spécialisés. Nomingia. Le Nomingia était un dinosaure théropode inhabituel de la fin du Crétacé supérieur qui a vécu il y a environ 70 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui la Mongolie, plus précisément dans les sédiments de la formation de Nemegt, dans la région du désert de Gobi. Cet animal est connu pour être l'un des rares oviraptorosaures découverts en Asie, présentant une structure de la queue extrêmement spécialisée. Et pour cette raison, il a fait l'objet d'une attention scientifique depuis sa description en l'an 2000 par Rinchen Barsbold et ses collègues. Le genre et l'espèce type, Nomingia gobiensis, tirent leur nom de la région où les restes ont été trouvés. Nomingin Gobi, une partie du désert de Gobi qui a inspiré à la fois le nom générique et le descripteur spécifique. Les fossiles originaux, comprenant la majeure partie de la colonne vertébrale, la ceinture pelvienne et une partie de la patte postérieure gauche, ont été découverts en 1994 et décrits par la suite comme un nouveau dinosaure théropode présentant des caractéristiques distinctives. Sur le plan taxonomique, le Nomingia est classé parmi les oviraptorosaures, un groupe de théropodes maniraptoriens caractérisés par des structures crâniennes et post-crâniennes spécialisées, incluant des becs édentés chez les formes dérivées et des adaptations à des régimes alimentaires variés. Bien que Barsbold et ses collaborateurs l'aient initialement assigné à un niveau large au sein des oviraptorosaures, le considérant probablement comme faisant partie des Caenagnathidae ou des Helmisaurinae, des analyses cladistiques ultérieures ont fourni des résultats contradictoires concernant sa position taxonomique exacte. Certaines recherches suggèrent même que Nomingia gobiensis pourrait être un synonyme du genre Helmisaurus, un Caenagnathidae connu par des restes fragmentaires dans la même région, bien que ce point fasse encore l'objet d'un débat scientifique. L'une des caractéristiques les plus extraordinaires du Nomingia est sa queue hautement modifiée, en particulier la présence d'un pygostyle, c'est-à-dire un os formé par la fusion des vertèbres distales de la queue, similaire à la structure que l'on trouve chez les oiseaux modernes et qui sert de point d'ancrage à l'éventail de plumes caudales. Avant la découverte du Nomingia, cette structure n'était connue que chez les oiseaux, et sa présence chez un dinosaure non-avien a représenté une surprise majeure pour les paléontologues étudiant l'évolution des maniraptoriens. Le pygostyle chez le Nomingia est composé de la fusion des 5 dernières vertèbres caudales, et la queue totale de l'animal était comparativement courte, avec seulement environ 24 vertèbres avant la région fusionnée. Ce type de queue spécialisée suggère que le Nomingia portait un éventail de plumes à l'extrémité de la queue, semblable à celui d'autres espèces telles que Caudipteryx, bien qu'il ne fût pas conçu pour le vol. Il est plus probable que ces plumes caudales aient servi à l'exhibition visuelle ou à la communication intraspécifique, renforçant des signaux de statut ou d'attraction lors de la parade nuptiale ou d'interactions sociales au sein de la population. La présence d'un pygostyle indique des adaptations comportementales et morphologiques complexes rappelant celles des oiseaux modernes, bien que le Nomingia lui-même n'ait pas eu la capacité de voler. Au-delà de la queue, Nomingia gobiensis présente également d'autres caractéristiques qui concordent avec sa classification en tant qu'oviraptorosaure. On estime que l'animal mesurait environ 1,7 m de longueur et pesait approximativement 20 kg, une taille moyenne pour un oviraptorosaure non-avien. Son corps était bipède et léger, avec des membres postérieurs bien adaptés à la marche ou à la course, et des mâchoires qui, bien qu'elles ne soient pas conservées dans leur totalité, étaient probablement dotées d'un bec édenté ou présentant une réduction significative des dents, comme on l'observe chez d'autres membres apparentés du groupe.
Les mâchoires à bec chez les Kénagnatidés sont typiquement associées à des régimes omnivores ou herbivores, et l'on suppose que le Nomingia pouvait avoir des habitudes alimentaires variées, consommant aussi bien de la végétation que de petits invertébrés ou diverses matières disponibles dans son environnement. En plus des adaptations de la queue et de la structure générale du squelette, le Nomingia aurait pu posséder une crête crânienne ou des protubérances osseuses utilisées pour l'exhibition visuelle, bien que les restes crâniens associés soient fragmentaires et peu complets, ce qui rend difficile une reconstitution détaillée de la tête et de ses ornements. La présence de bec et de crête possibles suggère que, comme chez d'autres oviraptorosaures, ces animaux dépendaient fortement de signaux visuels lors d'interactions sociales ou compétitives. La découverte du Nomingia en Mongolie apporte des données importantes sur la diversité morphologique et écologique des oviraptorosaures en Asie durant le Maastrichtien. La formation de Nemegt est un gisement riche en fossiles de dinosaures théropodes, incluant d'autres oviraptorosaures, des théropodes carnivores et un ensemble diversifié d'herbivores sauropodes et cératopsiens, ce qui suggère un écosystème complexe où différentes formes de vie coexistaient et entraient en compétition pour les ressources. La présence d'un pygostyle chez le Nomingia renforce l'idée que les maniraptoriens ont développé des structures caudales avancées de manière indépendante ou convergente dans plusieurs lignées proches des oiseaux, reflétant une tendance évolutive marquée vers des adaptations du plumage ayant des fonctions allant au-delà du vol. D'un point de vue évolutif, la queue du Nomingia représente l'un des exemples les plus clairs de convergence structurelle entre les dinosaures non-aviens et les oiseaux. L'apparition d'un pygostyle dans plusieurs lignées de maniraptoriens, y compris chez certains oviraptorosaures distincts, indique que les pressions sélectives favorisant le développement de systèmes efficaces de plumage terminal étaient fortes, probablement stimulées par l'importance de la communication visuelle et sexuelle chez ces espèces. Cette découverte renforce la compréhension de la manière dont les structures liées au plumage ont évolué non seulement pour le vol, mais aussi pour des fonctions secondaires influentes dans le comportement social. Un aspect supplémentaire qui a émergé dans des études récentes est la discussion concernant l'identité taxonomique du Nomingia. Des recherches publiées en 2021 ont suggéré que Nomingia gobiensis pourrait être un synonyme de Helmisaurus rarus, un dinosaure Caenagnatidé décrit dans la même formation. Si cette hypothèse était confirmée, cela impliquerait que les restes attribués au Nomingia appartiennent en réalité à un seul taxon, avec des variations morphologiques interprétées à tort comme des différences spécifiques. Cependant, cette proposition fait encore l'objet de débats et nécessite davantage de preuves fossiles pour être consolidée. Stygimoloch. Le Stygimoloch était un dinosaure théropode marginocéphale appartenant au groupe des Pachycéphalosauridae, connu pour son crâne extraordinairement ornementé et pour la controverse qui entoure sa propre identité scientifique. Le nom Stygimoloch signifie « démon épineux du fleuve Styx », un terme inspiré de la mythologie grecque qui fait référence au fleuve mythique des enfers, évoquant ainsi l'apparence spectaculaire et menaçante que confèrent les nombreux cornillons et protubérances osseuses de sa tête. Ce dinosaure vivait vers la fin du Crétacé supérieur, il y a environ 66 millions d'années, durant le Maastrichtien, dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord, en particulier dans les régions correspondantes aux formations géologiques de Hell Creek et de Lance aux États-Unis. Dans ces mêmes sédiments ont été préservés de nombreux dinosaures, parmi les derniers, avant l'extinction massive, y compris des géants comme Tyrannosaurus rex et des herbivores comme Triceratops, avec lesquels le Stygimoloch partageait son habitat. Le Stygimoloch a été décrit formellement comme genre et espèce type en 1983 par les paléontologues Peter Galton et Hans-Dieter Suess sur la base de restes crâniens hautement distinctifs découverts dans le Montana. L'espèce type est Stygimoloch spinifère. La découverte de ces éléments, en particulier des os du crâne présentant des ornements complexes, a suffi à distinguer initialement l'animal des autres pachycéphalosaures connus. En termes de taille, le Stygimoloch était un dinosaure de taille moyenne, atteignant des longueurs approximatives d'environ 3 mètres et une hauteur à la hanche pouvant se situer entre 1,2 m et 1,5 m. Son crâne à lui seul pouvait mesurer près de 46 cm de long
et était doté d'un ensemble de protubérances et d'épines osseuses qui le faisaient ressortir visuellement par rapport aux autres membres de son groupe. Cela inclut de courtes cornes coniques au-dessus du nez et de proéminentes pointes osseuses au coin postérieur du crâne, entourées de plusieurs protubérances plus petites, formant une ornementation complexe que l'on n'observe pas chez beaucoup d'autres pachycéphalosaures. La structure de son crâne était particulière. Bien qu'il possédât un dôme crânien élevé, celui-ci n'était pas aussi large ou massif que celui de certains parents plus connus comme Pachycephalosaurus. Au lieu de cela, le dôme était plus étroit et légèrement aplati latéralement, et était entouré d'épines osseuses et de protubérances ornementales qui accentuèrent sa présence visuelle. Ces caractéristiques ne l'ont pas seulement distingué initialement comme un genre séparé, mais suggéraient également qu'il pouvait avoir eu un comportement social ou d'exhibition visuelle important au sein de son espèce. L'épédôme crânien des pachycéphalosaures a traditionnellement conduit les paléontologues à proposer que ces animaux pouvaient utiliser leur tête comme une sorte de bélier lors de combats intraspécifiques, à l'instar de certains mammifères modernes munis de cornes, en s'entrechoquant la tête pour se disputer un territoire ou des partenaires. La présence de protubérances et de cornes chez le stygimoloch incite à penser qu'il aurait pu employer ces ornements osseux aussi bien pour afficher une agressivité visuelle que lors de possibles interactions physiques, bien que ce dernier usage demeure débattu parmi les scientifiques en raison des variations dans la robustesse des crânes. Malgré ces distinctions morphologiques, la validité du stygimoloch en tant que genre indépendant a fait l'objet de débats au sein de la paléontologie moderne. Des analyses plus récentes suggèrent que de nombreux spécimens attribués au stygimoloch pourraient représenter des stades juvéniles ou subadultes de Pachycephalosaurus wyomingensis, un pachycéphalosaurien plus grand et largement connu, ou même que le stygimoloch et un autre genre très ornementé apparenté, le Dracorex, ne soient que des étapes de croissance dans le développement de Pachycephalosaurus. Cette hypothèse repose sur des comparaisons des schémas de croissance des os crâniens et sur le fait que les structures élaborées des crânes changent de manière significative à mesure que les animaux mûrissent, remettant ainsi en cause la distinction taxonomique traditionnelle. L'idée que le stygimoloch pourrait être un synonyme juvénile de Pachycephalosaurus ou que plusieurs de ces noms représentent différents stades d'une seule espèce a gagné en crédibilité, en particulier à la suite d'études sur la croissance osseuse publiées depuis la fin des années 2000. Selon cette perspective, les cornes et protubérances ornementales qui caractérisent le stygimoloch pourraient correspondre à une phase juvénile ou subadulte précédant la formation d'un dôme plus solide et moins ornementé, comme celui observé chez les spécimens adultes de Pachycephalosaurus. Toutefois, ce point n'est pas encore complètement tranché et demeure un champ actif de discussion scientifique. Au-delà de la taxonomie, que le stygimoloch représente un genre valide ou un stade juvénile d'un autre dinosaure, sa position écologique dans l'écosystème du Crétacé tardif suggère qu'il était un herbivore bipède, adapté à se déplacer sur deux pattes robustes avec des membres postérieurs relativement longs et des pattes antérieures courtes, une configuration typique des pachycéphalosauriens qui lui aurait permis de se mouvoir avec agilité parmi la végétation. Son régime alimentaire, comme chez les autres membres de son groupe, aurait probablement été composé de plantes et de matières végétales basses ou intermédiaires, utilisant de petites dents adaptées pour mâcher feuilles et tiges. Mononicus. Le Mononicus était un petit dinosaure théropode extraordinairement spécialisé qui vécut à la fin du Crétacé supérieur, il y a environ entre 80 et 70 millions d'années, dans ce qui est aujourd'hui la Mongolie, plus précisément dans les sédiments de la formation de Nemegt du désert de Gobi, un environnement semi-aride avec de vastes plaines ouvertes où il cohabitait avec d'autres théropodes et des dinosaures herbivores. Le nom Mononicus olecranus provient du grec et signifie « griffe unique », reflétant son trait le plus distinctif, des bras extrêmement réduits avec un seul doigt fonctionnel se terminant par une grande griffe. Ce dinosaure a été décrit pour la première fois dans les années 1990 par Altangerel Perl, Mark Norell, Louis Chiap et James Clark, qui ont travaillé à partir de restes recueillis en 1987 en Mongolie. Le Mononicus était petit même selon les standards de nombreuses espèces de dinosaures théropodes.
avec une longueur estimée d'environ 1 mètre et un poids léger, d'environ 3,5 kg. Sa constitution corporelle était légère et agile, avec de longues pattes arrière fines qui en faisaient un coureur efficace, probablement capable de se déplacer rapidement à travers les plaines où il vivait. La structure de son corps indique qu'il était bien adapté à un mode de vie actif et à la couverture de distance dans un environnement où la protection contre les prédateurs et la recherche de nourriture exigeaient de la vitesse. L'un des traits les plus surprenants du Mononicus réside dans ses membres antérieurs extrêmement réduits. Contrairement à la majorité des dinosaures théropodes qui présentent 3 doigts fonctionnels, le Mononicus ne possédait qu'un seul doigt robuste avec une griffe proéminente d'environ 7,5 cm de longueur, tandis que les autres doigts possibles étaient très réduits ou absents. Cette griffe unique n'était pas une simple curiosité anatomique. Sa forme et sa taille ont conduit les scientifiques à proposer diverses hypothèses concernant sa fonction, allant de la destruction de termitières ou de nids d'insectes au creusement dans la terre ou le bois tendre afin d'extraire de la nourriture. En comparaison avec ses parents proches, tels que Shouvouya ou Parvicursor, le Mononicus se distinguait non seulement par la proportion de ses os et la forme de l'os pubien, à section triangulaire, mais aussi par des détails dans les proportions des os des pieds et de l'avant-bras. Ces subtilités anatomiques suggèrent que, bien qu'appartenant au même groupe des Alvarezsauridae, le Mononicus possédait un ensemble d'adaptations uniques qui lui permettaient d'exploiter des niches écologiques particulières. Les Alvarezsauridae, comme le Mononicus, constituent un groupe de théropodes maniraptoriens présentant des modifications extrêmes de leurs membres antérieurs avec des os du poignet fusionnés semblables à ceux des oiseaux, un sternum doté d'une quille et des avant-bras musclés bien que minuscules. En raison de ces caractéristiques, le Mononicus fut initialement considéré par certains chercheurs comme très proche des oiseaux, avant d'être ultérieurement reclassé parmi les Alvarezsauridae, une lignée spécialisée au sein des Coelurosaures, le groupe qui comprend également les oiseaux et d'autres dinosaures à plumes. La fonction exacte de ses bras courts et de sa griffe unique demeure un sujet de débat scientifique, mais l'une des hypothèses les plus largement acceptées suggère que le Mononicus aurait pu utiliser ses membres antérieurs pour briser ou perforer des termitières, des nids d'insectes ou des structures similaires, dans un comportement quelque peu comparable à celui des fourmiliers modernes. Cette idée repose à la fois sur la robustesse de l'avant-bras et sur la forme de la griffe, qui semblent adaptées à des actions de levier ou de perforation plutôt qu'à la capture de proies rapides ou à la manipulation d'objets complexes. Si cette hypothèse est correcte, le Mononicus aurait été principalement insectivore, se nourrissant de colonies sociales d'insectes tels que les termites ou les fourmis, bien que son régime alimentaire ait pu être plus varié, incluant de petits invertébrés et éventuellement des charognes. Outre ses membres, le Mononicus présentait des traits typiques des Alvarezsauridae dans le reste de son corps. Une queue longue et fine, probablement utilisée pour l'équilibre et la maniabilité, ainsi que des pattes arrière adaptées à la course avec une musculature bien développée. Ces adaptations lui auraient permis de se déplacer rapidement sur des terrains ouverts à la recherche de nourriture, d'éviter des prédateurs plus grands et de tirer parti de niches écologiques où des dinosaures de plus grande taille ne pouvaient pas rivaliser. Chociaż oryginalny holotyp Mononykusa jest reprezentowany przez częściowy szkielet, któremu brakuje kompletnego ogona i który posiada rozproszone fragmenty czaszki, rekonstrukcje anatomiczne stały się bardziej precyzyjne dzięki integracji informacji pochodzących od bliskich krewnych z rodziny Alvarezsauridae. W rzeczywistości niektóre okazy pierwotnie przypisane do Mononykusa okazały się należeć do innych rodzajów, takich jak Shouvouya czy Parvicursor, co wymagało starannej rewizji szczątków kopalnych oraz filogenezy całej grupy. Oznacza to, że wiele rekonstrukcji artystycznych i ekspozycji muzealnych Mononykusa opierało się na skamieniałościach bardzo bliskich krewnych, choć niekoniecznie tego samego gatunku. Dowody kopalne oraz porównania z innymi Alvarezsaurydami sugerują również, że Mononykus mógł posiadać prymitywne pokrycie piór, podobne do tego występującego u wielu innych maniraptorów. Chociaż nie znaleziono bezpośrednich odcisków piór u Mononykusa, skamieniałości krewnych takich jak Shouvouya zachowały ślady struktur włóknistych podobnych do piór,
co sugeruje, że ten dinozaur prawdopodobnie także był pokryty jakimś rodzajem miękkiego upierzenia, zapewniającego izolację termiczną i być może służącego do komunikacji wizualnej lub prezentacji podczas zalotów. Środowisko formacji Nemegt, w którym żył Mononykus, ekosystem z osadami rzecznymi, równinami zalewowymi i zróżnicowaną roślinnością, oferowało liczne możliwości wykorzystywania zasobów takich jak termitiery, drobne bezkręgowce, a być może także okazjonalne rośliny lub nasiona, chociaż jego ogólna morfologia wskazuje bardziej na dietę owadożerną lub wszystkożerną z silnym udziałem owadów społecznych. Deinocheirus. Le Deinocheirus fut l'un des dinosaures les plus étranges et inattendus jamais découverts, un théropode aux proportions gigantesques qui a défié pendant des décennies les hypothèses scientifiques avant que sa véritable apparence et son mode de vie ne soient compris. Son nom, Deinocheirus mirificus, signifie « main terrible inhabituelle », faisant référence dès la première découverte à une paire de bras gigantesques, le trait qui laissa les paléontologues perplexes pendant longtemps. Les premiers restes furent découverts en 1965 dans la formation de Nemegt, dans le désert de Gobi, par l'expédition paléontologique polono-mongole dirigée par Zofia Kielan-Jaworowska. Parmi les roches sédimentaires du Crétacé supérieur apparurent des membres antérieurs d'environ 2,4 mètres de longueur, dotés d'os robustes et de grandes griffes, qui constituaient alors tout ce que l'on connaissait de cet animal. Ces bras devinrent l'holotype du genre et de l'espèce en 1970, mais pendant près d'un demi-siècle, la majeure partie du squelette demeura un mystère, rendant difficile l'identification du type de dinosaure auquel ils appartenaient. Pendant des années, de nombreux paléontologues spéculèrent sur l'identité de Deinocheirus, avec des interprétations aussi variées que celle d'un grand prédateur carnivore ou celle d'un membre primitif de théropodes inconnus, car seules les extrémités antérieures étaient reconnues. Cependant, la découverte et la description en 2014 de 2 spécimens beaucoup plus complets révolutionnèrent totalement cette vision, permettant de reconstituer son anatomie et de l'identifier avec certitude comme un ornithomimosaure primitif, un type de théropode généralement léger et bipède, apparenté à des dinosaures souvent appelés dinosaures autruches. Le Deinocheirus fut le plus grand membre connu des ornithomimosaures, atteignant des longueurs d'environ 11 mètres et un poids estimé entre 6,3 et 7 tonnes, ce qui en fait l'un des dinosaures théropodes les plus volumineux, connus en dehors des lignées carnivores classiques. Son corps était massif et robuste, avec des os creux partiellement pneumatiques, remplis de sacs aériens qui contribuaient à réduire le poids total par rapport à sa taille. En plus de ses bras colossaux, le Deinocheirus possédait une série de caractéristiques anatomiques peu communes. Ses bras figuraient parmi les plus longs de tous les dinosaures bipèdes, chacun doté de 3 doigts terminés par des griffes émoussées et puissantes, qui ne semblent pas conçues pour déchirer des proies rapides, mais plus probablement pour creuser, arracher ou récolter de la végétation. Les jambes étaient relativement courtes, avec des griffes également émoussées, ce qui indique que l'animal n'était pas adapté à la course rapide, contrairement à d'autres ornithomimosaures plus petits. Une série de hautes épines neurales sur les vertèbres dorsales formait une sorte de voile ou de bosse le long du dos, une caractéristique rappelant celle d'autres dinosaures dotés de structures dorsales inhabituelles. Cette structure a pu avoir une importance biomécanique ou liée à l'affichage, bien qu'il n'existe pas de consensus complet sur sa fonction exacte. À l'extrémité de la queue, des vertèbres fusionnées en une structure semblable à un pygostyle suggèrent que le Deinocheirus portait probablement un éventail de plumes à la queue, un trait partagé avec d'autres théropodes à plumes proches des oiseaux. Le crâne complet de Deinocheirus, finalement décrit grâce aux découvertes des spécimens les plus complets, était long et étroit, se terminant par un large bec rappelant celui des Hadrosauridés. Sa mâchoire inférieure était profonde, ce qui, associé à la forme du crâne, indique des adaptations alimentaires particulières. L'absence de dents et la morphologie du bec ne correspondent pas à celle des grands prédateurs théropodes, mais suggèrent plutôt un régime comprenant à la fois des plantes et de la matière animale, c'est-à-dire qu'il est probable que le Deinocheirus ait été omnivore. Ce comportement omnivore est étayé par la présence d'écailles de poisson associées à l'un des spécimens, ainsi que par la grande quantité de gastrolites.
des pierres ingérées pour aider à broyer la nourriture, trouvées dans la région abdominale d'un autre. De telles découvertes suggèrent que son alimentation combinait de la végétation tendre, des poissons et peut-être d'autres petits animaux ou diverses matières végétales, ce qui est cohérent avec un mode de vie dans des environnements fluviaux ou marécageux. La reconstitution du Deinocheirus a également permis d'éclairer sa posture et sa locomotion. Bien qu'il fût bipède, il marchait avec le corps relativement bas et la queue étendue vers l'arrière afin d'équilibrer son énorme tronc et ses puissants membres antérieurs. Sa structure robuste suggère qu'il n'était pas un coureur rapide comme d'autres ornithomimosaures, mais plutôt un animal capable de supporter un volume corporel considérable tout en se déplaçant à travers des paysages variés, incluant des plaines alluviales, des zones humides et des régions proches des rivières où les ressources alimentaires abondaient. Avant la découverte de restes supplémentaires en 2014, le mystère entourant son anatomie conduisit à de nombreuses interprétations erronées, notamment l'idée qu'il s'agissait d'un grand prédateur carnivore ou même de formes peu apparentées aux ornithomimosaures. La confirmation de sa véritable identité entraîna la création de la famille des Deinocheiridae, qui inclut Deinocheirus aux côtés d'autres genres primitifs de la lignée tels que Garudimimus et Beishanlong. Contrairement à d'autres ornithomimosaures, les membres de cette famille ne présentaient pas d'adaptation claire à la vitesse et qu'étaient spécialisés dans des modes de vie différents, reflétant la diversité écologique des théropodes du Crétacé. L'étude du Deinocheirus a également montré que les dinosaures les plus communs dans les formations de Mongolie faisaient partie d'écosystèmes riches et complexes, avec de grands herbivores, tels que les hadrosauridés, les cératopsidés et les sauropodes coexistants, avec des théropodes spécialisés, et de redoutables prédateurs comme Tarbosaurus, dont des morsures ont été identifiées sur certains restes fossiles de Deinocheirus, bien qu'il ne soit pas clair si ces rencontres relevaient d'une prédation active ou du charognage. Beipiaosaurus. Le Beipiaosaurus était un dinosaure théropode, véritablement singulier, qui a vécu durant le Crétacé inférieur, il y a environ 125 millions d'années, dans ce qui est aujourd'hui la Chine, plus précisément dans les riches strates de la formation de Yixian, dans la province du Liaoning. Sa découverte a apporté des éléments clés pour comprendre l'évolution des dinosaures herbivores au sein du groupe des théropodes, majoritairement carnivores, ainsi que le développement de structures corporelles qui donneraient plus tard naissance aux plumes des oiseaux modernes. Le nom Beipiaosaurus inexpectus signifie « lézard inattendu de Beipiao », en référence à la ville de Beipiao, proche du site où le premier fossile a été découvert, et à l'ensemble surprenant de caractéristiques anatomiques qui ont défié les attentes des paléontologues lorsqu'il fut décrit formellement en 1999 par Xu Xing, Tang Jilu et Wang Xiaolin. Le Beipiaosaurus était un membre primitif des Therizinosauridae, un groupe de théropodes qui, contrairement à leurs parents carnivores, ont évolué vers des adaptations plus typiques des herbivores ou des omnivores. Alors que beaucoup de leurs parents tardifs, comme le Therizinosaurus, atteignirent des tailles énormes et développèrent des griffes colossales, le Beipiaosaurus était beaucoup plus modeste dans ses proportions, avec une longueur estimée d'environ 2,2 mètres et un poids d'environ 85 kg, le plaçant dans une gamme de tailles comparable à celle d'un humain de grande taille ou d'un grand animal quadrupède. Morphologiquement, le squelette du Beipiaosaurus combine des traits propres aux théropodes avec des innovations uniques. Sa tête et sa mâchoire étaient adaptées à un régime végétal ou possiblement omnivore. Il possédait un bec édenté à l'avant de la mâchoire, accompagné plus en arrière de petites dents en forme de feuilles, aptes à mâcher la végétation. Cette combinaison suggère que l'animal pouvait couper et traiter du matériel végétal, bien que sans la sophistication des herbivores plus spécialisés, ce qui pourrait indiquer un régime mixte ou généraliste. Les bras du Beipiaosaurus étaient longs et se terminaient par des mains à 3 doigts munies de griffes relativement grandes, bien que pas aussi exagérées que celles de ses parents therizinosauriens ultérieurs. Ses membres ont pu servir à arracher des feuilles, manipuler la végétation ou même se défendre contre des prédateurs plus grands, bien qu'il n'existe pas de consensus total parmi les chercheurs quant à leur fonction principale. L'une des caractéristiques les plus importantes du Beipiaosaurus est la preuve fossile d'une couverture de plumes primitives sur le corps, probablement composée de 2 types de structures. Une couche de filaments doux et laineux,
et un second ensemble de filaments plus longs et simples, émergeant au-dessus de la couche interne. Ces filaments, connus sous le nom de plumes filamenteuses larges et allongées, représentent l'un des exemples les plus précoces et les mieux préservés de plumage complexe chez des dinosaures en dehors de la lignée directe des oiseaux. Ces structures plumeuses étaient simples et n'étaient pas ramifiées comme les plumes de vol modernes, mais elles offrent néanmoins la preuve que le plumage était une caractéristique commune chez plusieurs théropodes bien avant l'évolution du vol. Les empreintes de duvet montrent que les plumes sur le corps du Beipiaosaurus étaient orientées perpendiculairement au bras et au torse, ce qui suggère qu'elles pouvaient servir à l'isolation thermique, à l'exhibition visuelle ou à la communication plutôt qu'au vol. Un autre trait fascinant est la présence d'un pygostyle, une structure osseuse située à l'extrémité de la queue et formée de vertèbres fusionnées qui, chez les oiseaux modernes, sert de point d'ancrage aux plumes caudales. Bien que de longues plumes complètes de la queue ne soient pas conservées chez le Beipiaosaurus, la présence de cet élément indique que l'anatomie nécessaire pour soutenir un éventail de plumes était déjà en cours de développement dans ce groupe de dinosaures. Le cou du Beipiaosaurus était relativement plus court en comparaison avec celui d'autres thérizinosauriens dérivés, et son corps pouvait avoir une forme quelque peu plus robuste ou ventrue, bien que pas aussi exagérée que chez les formes ultérieures. Cela renforce l'idée d'un animal adapté à une niche écologique où il combinait le broutage de plantes avec la mobilité nécessaire pour se déplacer parmi une végétation variée et éventuellement explorer différentes ressources alimentaires dans son environnement. Les pieds du Beipiaosaurus étaient tridactyles, c'est-à-dire dotés de 3 doigts fonctionnels, contrairement à d'autres thérizinosauriens plus évolués qui présentaient 4 doigts aux pieds. Ce trait place le Beipiaosaurus dans une position plus basale au sein de son groupe, suggérant que de nombreuses caractéristiques dérivées des thérizinosauriens sont apparues plus tard dans l'évolution de cette lignée. La découverte du Beipiaosaurus a commencé par une trouvaille fortuite en 1996 par un paysan près de la localité de Sietun, suivie de la reconnaissance scientifique et de la description formelle en 1999. Le matériel fossile initial comprenait un squelette partiel d'un individu subadulte avec des fragments crâniens, des vertèbres, des côtes, des parties du bras et des éléments du bassin et des pattes, ainsi que des empreintes de plumage qui se sont révélées fondamentales pour interpréter sa biologie. Par la suite, un second spécimen a conservé une couverture de plumes plus détaillée et a permis de décrire la diversité des structures plumeuses présentes chez cette espèce. La formation de Yixian, où le Beipiaosaurus a été découvert, fait partie de la célèbre biote de Jeol, un gisement exceptionnellement riche en fossiles qui a préservé des détails fins de dinosaures, d'oiseaux primitifs, de reptiles, de mammifères précoces et de plantes. Le climat de cette région durant le Crétacé inférieur combinait des conditions chaudes avec des saisons plus sèches et plus froides, ce qui a pu favoriser l'évolution du plumage comme moyen d'isolation thermique chez plusieurs dinosaures qui y vivaient. Concavenator. Le Concavenator était un dinosaure théropode carnivore très inhabituel qui vivait au début du Crétacé, il y a environ 130 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Espagne, plus précisément dans la région de Cuenca, dans les sédiments de la formation de la Huerguina sur le site de Las Ollas. Le nom du genre, Concavenator corcovatus, se traduit par « chasseur de Cuenca à bosse » ou, littéralement, « chasseur bossu de Cuenca », et l'épithète corcovatus fait référence à la structure dorsale élevée particulière de sa colonne vertébrale. Le Concavenator est la seule espèce représentée au sein de son genre et il est connu grâce à un squelette presque complet et articulé, l'un des fossiles de théropodes les plus complets et les mieux préservés jamais découverts en Europe. Cette conservation exceptionnelle a permis aux paléontologues de reconstituer en détail sa morphologie et de proposer des hypothèses sur sa biologie et son évolution. Il mesurait environ 5 à 6 mètres de long et pesait entre 300 et 700 kg, ce qui le plaçait dans la catégorie des théropodes de taille moyenne, avec une constitution corporelle robuste mais en même temps relativement légère pour un carnivore bipède. Son crâne était long et étroit, doté de dents dentelées conçues pour couper la chair, ce qui indique clairement un régime carnivore composé de proies plus petites ou de parties molles d'animaux plus grands.
La structure la plus frappante chez le Concavenator est la série d'épines neurales allongées sur les vertèbres lombaires et dorsales proches des hanches, qui forment une crête ou une bosse sur le dos de l'animal. Ces épines sont beaucoup plus hautes que celles des autres vertèbres et pourraient avoir soutenu une structure cutanée surélevée ou un dépôt de graisse similaire à celui des chameaux modernes. Il a également été suggéré qu'elles auraient pu servir à l'exhibition visuelle entre individus de la même espèce, par exemple lors des parades nuptiales ou pour la reconnaissance des congénères. L'utilité exacte de cette bosse n'est pas encore clairement établie. Les chercheurs ont proposé qu'elle ait pu avoir plusieurs fonctions combinées, incluant la régulation thermique, le stockage d'énergie sous forme de graisse, la signalisation visuelle ou même un rôle dans les comportements sociaux. La forme et la position des épines ne suggèrent pas une grande voile continue comme celle du Spinosaurus, mais plutôt une sorte de crête triangulaire beaucoup plus compacte et proéminente au-dessus des vertèbres lombaires. Un autre trait surprenant du Concavenator est la présence de petites protubérances sur les os de l'avant-bras qui pourraient être homologues aux nodules de Keyes observés chez les oiseaux modernes. Chez les oiseaux, ces nodules sont des points d'ancrage pour les ligaments qui soutiennent les plumes de vol. Et bien que chez le Concavenator, aucune plume n'ait été directement préservée, les marques osseuses ont conduit certains scientifiques à proposer que ce dinosaure pourrait avoir possédé des structures plumeuses primitives sur les bras, ce qui étendrait la présence d'un tégument lié aux plumes au-delà des groupes de dinosaures traditionnellement considérés comme emplumés. Cette découverte, bien que débattue, a été si significative qu'elle a obligé à reconsidérer la chronologie et la distribution évolutive des plumes ou de structures similaires chez les grands dinosaures théropodes, étant donné que le Concavenator est un Carcharodontosauridae, une lignée de théropodes plus étroitement apparentés à des prédateurs géants comme Giganotosaurus ou Carcharodontosaurus qu'aux Coelurosaures traditionnellement emplumés. Sur le plan paléoécologique, le Concavenator habitait un écosystème de lacs, de mares et de zones humides tropicales ou subtropicales au Barémien du Crétacé inférieur, entouré d'une faune diversifiée de poissons, de crustacés, d'amphibiens, de tortues, de petits crocodiles et d'autres dinosaures. Parmi ses contemporains se trouvaient de petits théropodes, des ornithischiens et diverses formes partageant les ressources dans un paysage de végétation abondante et de plans d'eau intermittents. L'analyse de sa position phylogénétique le place au sein des Carcharodontosauridae, un groupe de théropodes charnus qui comprend certains des plus grands prédateurs enregistrés dans le registre fossile, bien que le Concavenator représente une forme plus basale et de taille modérée au sein de cette lignée, apportant ainsi des informations précieuses sur la diversification précoce de ces grands prédateurs. La découverte du Concavenator remonte à 2003, lorsque les paléontologues espagnols José Luis Sanz, Francisco Ortega et Fernando Escaso ont localisé les restes à Las Hoyas. Après des années de travail de préparation et d'études, l'espèce a été formellement décrite et publiée en 2010 dans la revue Nature, devenant un jalon de la paléontologie européenne en tant que l'un des restes de dinosaures théropodes les plus complets jamais récupérés dans la péninsule ibérique. Les restes fossiles sont si bien préservés qu'ils ont même conservé des empreintes d'écailles et de tissus mous, tels que des coussinets plantaires et des structures dermiques, fournissant des détails exceptionnels sur la peau et l'anatomie superficielle de l'animal, au-delà du fossile osseux traditionnel.